écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Karine Jacquemart, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch, on prononce Foodwatch ? Foodwatch, oui, Foodwatch France. Qui se définit comme une organisation à but non lucratif qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable. C'est important, le abordable. Hein. Tout à fait. Donc, et abordable pour tous et toutes. Vous militez pour plus de transparence dans le secteur alimentaire et vous défendez notre droit à une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l'environnement. Vous avez du travail, hein ? Oui, on a du boulot, on a du pain sur la planche. Alors, quand et comment est né Foodwatch ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif, puisque je crois que c'est né en Allemagne et que maintenant Foodwatch a fait des petits dans des d'autres antennes, pays. Tout à fait. Oui. Absolument. Donc c'est en effet, quand on dit non lucratif, on est une association de la 1901 en France et on est une organisation non gouvernementale 100% indépendante européenne. 100% indépendante, on y reviendra peut-être, mais parce que c'est un choix du coup dans la structure et donc aussi dans la façon de se financer, puisqu'on n'accepte pas de subventions publiques ni de dons d'entreprises qui de près ou de loin présenteraient le moindre conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment un contre-pouvoir citoyen, on va dire financé par la contribution des gens qui ont envie qu'on défende leurs droits. Libre et, donc. Libre, absolument. Libre de ton, que l'on veut à la fois crédible et pour créer du changement de façon efficace. Et donc ça a été créé d'abord en Allemagne en 2002. Suite au scandale de la vache folle. Et en fait, c'est l'ancien directeur international de Greenpeace, Thilo Bode, qui est allemand, qui, face au scandale de la vache folle en Europe, s'est dit, mais tiens, il n'y a pas d'organisation de la société civile, justement 100% indépendante, sur la question de l'alimentation. Et à l'époque, il est vrai que... C'est incroyable quand même. Tout à fait. C'est pas si loin, 2002. Exactement. Et à l'époque, il est vrai qu'au moment de ce scandale qui a fait quand même des morts et affecté beaucoup de gens, il n'y avait pas de réglementation suffisamment solide en Europe. Il y avait de grands manquements. Donc ça a été créé en 2002 en Allemagne et puis Thilo s'est rendu compte assez rapidement que 90% de ce qui touche à la réglementation sur l'alimentation est à dimension européenne. Il faut que ça se gère au niveau européen. Donc il n'y avait pas de sens de rester qu'en Allemagne. Et plutôt que de devenir une grosse organisation comme on voit parfois en Allemagne, il a préféré rester à 20 personnes, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et s'aimer en Europe pour gagner en influence dans plusieurs États membres et in fine bien sûr au niveau de la Commission. Donc ça a été créé également aux Pays-Bas en 2009 et en 2013 en France. Donc on est actif depuis 4-5 ans là en France. On est également présent avec une collègue maintenant qui est basée à Bruxelles, puisqu'il faut faire le lien, la courroie de transmission. On peut en reparler sur des exemples concrets, comme l'additif E171, mais entre le niveau national et européen. Et on a pour vocation et ambition d'être présent dans davantage de pays européens encore pour peser en tant que contre-pouvoir citoyen. D'accord. Donc votre objectif est de pousser les responsables politiques à améliorer les réglementations liées à l'alimentation, que vous jugez encore très insuffisantes à l'échelle nationale comme européenne, ces réglementations. Quelles sont vos actions pour pousser les responsables politiques donc à améliorer ces réglementations liées à l'alimentation au niveau français et au niveau européen ? Alors, de quoi on parle effectivement quand on parle de ces réglementations et quel est le problème auquel on essaie de répondre pour être efficace, sachant que, comme vous l'avez compris, on est des petites équipes, donc il faut être un peu stratégique et cibler des objectifs clairs. En fait, donc, la différence entre le moment du scandale de la vache folle que j'évoquais et maintenant, c'est que depuis, il y a eu une réglementation qui s'est mise en place au niveau européen sur l'alimentation, sur les additifs, sur les pesticides, donc qui est pas inexistante, quoi, qui est même relativement solide sur le papier. Après, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Par exemple, on a vu avec les scandales alimentaires des œufs contaminés au fipronil il y a 3 ans, évidemment du scandale Lactalis dont tout le monde se rappelle en France de ces laits qui étaient contaminés à la salmonelle. Et bien d'autres scandales encore, on se rend compte qu'on est toujours confronté à ce genre de fraude ou de scandale alimentaire qui se dissémine dans plein de pays, que finalement la traçabilité n'est pas là, les sanctions ne sont pas là non plus, donc il n'y a pas de sanctions dissuasives qui permettraient de ne pas recommencer la prochaine fois. Et il y a des contrôles, on a l'impression qu'il y a des contrôles, on a l'impression qu'il y a une législation qui nous protège et finalement il y a des choses énormes qui passent au travers des mailles du filet. Mais pas suffisamment. Et Foodwatch a été entendu d'ailleurs même en décembre
septembre, il y avait les 40 ans organisés par la Commission européenne sur justement un système de contrôle et d'alerte au niveau européen. Et on fait partie des voix qui sont consultées. Et on arrive, et en général, ça ne leur plaît pas, mais ils nous consultent quand même pour dire il faut faire beaucoup mieux. Il faut faire beaucoup mieux parce que ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Et les contrôles, parlons-en, c'est la responsabilité de chaque État membre de faire les contrôles dans son pays et d'établir les sanctions. Encore faut-il qu'on leur laisse les moyens à ces autorités publiques. Donc, il y a les entreprises qui font leurs autocontrôles. On cherche à responsabiliser les entreprises. Pourquoi pas ? Parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou quelqu'un de la répression des fraudes derrière chaque usine. Mais il ne faut jamais oublier que c'est la responsabilité finale de l'État, des autorités publiques, de garantir la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs. Or, on voit quoi d'année en année ? Qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, les moyens du ministère de l'économie, de la répression des fraudes, etc., réduisent. Donc ça, c'est très important, c'est de dire, c'est bien d'avoir une réglementation sur le papier, encore faut-il l'appliquer. Et ensuite, il y a quelques trous dans la raquette, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a identifié des points très précis de la réglementation qu'il faudra renforcer. Mais je vous donne des exemples concrets. Le premier thème qui nous intéresse, c'est quand même l'impact de l'alimentation sur la santé. On est aujourd'hui en Europe, et alors que franchement, on devrait avoir les moyens de pouvoir avoir une alimentation saine pour tous, on n'en est pas du tout là. Et c'est pour ça qu'on agit. 2 exemples. Quand on parle d'alimentation et de santé, il y a l'aspect nutritionnel, et il y a l'aspect des substances potentiellement dangereuses pour la santé dans l'alimentation. Sur l'aspect nutritionnel, 2 thèmes que je pense vos auditeurs connaissent. Le premier, c'est le Nutri-Score. Donc c'est ce logo nutritionnel. On va en parler, oui, puisque voilà. C'est un de vos sujets aussi. Donc on s'est beaucoup battu là-dessus. Et un autre sujet... Qui devrait permettre aux consommateurs d'avoir une information simple, accessible, avec un petit logo avec des couleurs A, B, C, D. C'est ça va jusqu'à E, et donc 5 couleurs et 5 lettres. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans un supermarché, ils ont beaucoup de difficultés à accéder à une information claire. Voilà, donc, et fiable. Donc nous, on dit toujours à Foodwatch, on n'est pas là pour vous dire ce que vous allez manger. En revanche, on veut que votre droit à l'information, pour que vous puissiez être dans le libre arbitre et pouvoir faire vos choix de consommation, soit possible. Et pour ça, il faut, arrêter le marketing qui induit en erreur. Ça, c'est la campagne que l'on mène qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette, pour plus de transparence. Et 2, il faut qu'il y ait une information claire et rapide sur ce qui est essentiel, notamment les éléments nutritionnels avec le Nutri-Score. Mais pas seulement. Donc sur la partie nutritionnelle, le deuxième élément, c'est le marketing et la publicité qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. On a essayé de le faire passer dans un projet de loi. Là, il y a la réforme de l'audiovisuel, on le porte encore. Et la deuxième facette de alimentation santé, c'est toutes les substances potentiellement dangereuses que l'on retrouve dans notre assiette et qui n'ont rien à y faire. Donc là, ce sont les résidus de pesticides, des additifs qui n'ont rien à faire là, les huiles minérales, des dérivés de pétrole pour lesquels on a fait des tests. Et c'est pour ça qu'on a mis les pieds dans le plat, parce que c'est notre valeur ajoutée quand finalement les responsables industriels et politiques sont au courant, mais le grand public, les consommateurs ne le sont pas, et rien n'est fait. Donc nous, on est là pour mettre un coup de projecteur et mettre au grand jour ces problèmes qui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des solutions. Encore faut-il qu'il y ait la volonté politique, et c'est pour ça qu'on pousse. Donc Foodwatch joue un rôle de contre-pouvoir citoyen avec des investigations, la révélation de scandales, de la mobilisation citoyenne et des actions de plaidoyer. Donc il y a l'action sur le terrain et l'action de plaidoyer, donc en amont, pour réussir à faire bouger les lignes. Comment réussissez-vous à avoir du poids face au pouvoir de l'industrie agroalimentaire qui est si puissant et qui n'a pas l'air d'être toujours bien intentionné à notre égard, nous, simples citoyens et consommateurs ? Quels sont vos modes d'action pour peser ? Parce que vous l'avez dit, vous êtes des petites équipes. Pourtant, on a maintenant pas mal entendu parler de vous. Comment peser aujourd'hui face à ces lobbies dont tout le monde, on se souvient tous de la démission de Nicolas Hulot qui a pointé ça a été beaucoup repris dans les médias. Les ONG savent depuis très longtemps que voilà, les grands adversaires se situent beaucoup là, à ce niveau des lobbies, puisqu'on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a eu beaucoup de manipulation, de malhonnêteté, d'experts qui ont été payés pour manipuler des données, des études, pour influencer les jugements au niveau des lois. Donc vous, comment vous réussissez ? Quels sont vos modes d'action pour peser ?
Déjà, on s'attaque à ce qui, pour nous en tout cas, semble des évidences. Quand on a un pesticide comme le glyphosate, dont le Centre international de la recherche pour le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, donc on parle vraiment d'experts, et qui ont analysé des dizaines et des dizaines d'études, disent c'est potentiellement cancérogène pour l'homme. Nous, tout simplement, on répète ce qui est dans les faits, qui est de dire, alors on a un truc dans les traités européens et dans la Constitution française qui s'appelle le principe de précaution, et quand il y a ce genre d'études qui sortent, on devrait prendre une décision politique de gestion de risque qui consiste à l'interdire. Et cette théorie-là, on la connaît, on connaît très bien la réglementation. Et donc, nous, on est là pour rappeler ce qui devrait être fait et qui, si on prenait l'intérêt général de la défense à la fois de la justice sociale, de la justice environnementale et du droit des citoyens et des consommateurs, serait une évidence. Donc, c'est la première chose. Après, enfoncer des portes ouvertes n'a jamais suffi pour faire changer les choses, certainement pas face au poids des lobbies, comme vous le dites. Donc, comment on fait ? Eh bien, la première chose, c'est déjà soi-même d'être extrêmement crédible et transparent. C'est-à-dire que nous-mêmes exigeons la transparence de la part des entreprises et dès qu'on publie quelque chose, on s'attache, vous l'avez dit, on mène des enquêtes, on vérifie les informations, on travaille avec des experts au cas par cas, selon tantôt un toxicologue, tantôt un nutritionniste, tantôt un avocat, tantôt les trois, mais on s'attache toujours à ce que ce sur quoi on va communiquer, travailler, les changements de réglementation qu'on propose soient extrêmement crédibles, sérieux, vérifiés. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est incontestable. Quand on a, par exemple, en octobre 2019, quand on a publié des résultats de tests que l'on a fait sur des produits en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, des laits infantiles et pour la contamination des huiles minérales, on a fait valider nos tests dans 3 laboratoires différents. C'est-à-dire que quand on les a publiés, la méthodologie qu'on a utilisée est celle reconnue par tous les experts au niveau européen et toutes les entreprises, et c'était imprenable. Donc déjà, ça, c'est la base. Ensuite, ça ne suffit là encore pas, mais c'est une précondition à laquelle on est extrêmement attaché, qui fait partie de notre ADN. Et puis, on n'est jamais dans l'exagération. C'est-à-dire que parfois, on dit, vous jouez sur les peurs. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, on s'attache bien dans notre communication à être juste et être basé sur des faits. Il n'en reste pas moins que, comme je le décrivais il y a 2 minutes, la réalité sans exagération peut faire parfois un peu peur. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher aux solutions. Mais ensuite, toute la question, c'est de lutter et dépasser les 2 plus gros ennemis que sont l'opacité et l'impunité. C'est très simple, quand on est un gros géant, que ce soit Monsanto ou les gros distributeurs qui ont de plus en plus de poids, ou même Nestlé là, qui tient tête sur beaucoup de sujets, mais qui a plié sur le Nutri-Score et on n'a pas dit notre dernier mot sur d'autres sujets, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tant qu'ils ne sont pas obligés de rendre des comptes publiquement, tant que l'image de marque de leur entreprise n'est pas publiquement remise en question, ils vont continuer. Non pas qu'ils soient tous mal intentionnés, on ne fait pas des généralités non plus, mais quand même, il y a une course en avant au profit et on continue à remplacer les nutriments utiles des aliments dans les produits transformés par du sucre ajouté, tant qu'on n'est pas arrêté en fait. Donc nous, David contre Goliath, c'est aussi être un lanceur d'alerte en mettant des coups de projecteur dans le domaine public sur des sujets qui sont connus par les experts et les entreprises, mais pas débattus publiquement, et obliger en fait publiquement les responsables des entreprises et les responsables politiques à rendre des comptes. Voilà. Et c'est là, si j'ai bien compris, et par rapport aux autres ONG là, que j'ai pu interroger depuis les débuts de So Sweet Planet, où il y a une grande importance du fait que vos études, vos investigations étant irréprochables, et vous mettez une telle rigueur en amont qu'au bout d'un certain temps, vous avez une crédibilité auprès des médias, donc ce qui permet que les médias reprennent et fassent connaître au plus grand nombre les choses que vous dénoncez avec à ce moment-là des noms de marques qui sont cités. Il ne s'agit pas de faire du bashing pour faire du bashing, mais à partir du moment où il y a une réelle mauvaise volonté et une mise en danger de la vie d'autrui, parce que là, avec tous ces additifs et toutes les choses dont on parle et dont on va parler, il y a une mise en danger de notre santé. Donc à partir du moment où on voit de la mauvaise foi réelle, où il y a une vraie mauvaise volonté, où vous la constatez, où il y a des alertes, où tout le monde essaie de faire bouger les choses et où en face de vous, vous avez des marques qui ne veulent rien changer, à partir de là, les médias peuvent prendre le relais. Là, l'image de marque en prend un coup et en général, et aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, comme d'autres ONG en ce moment qui se battent pour le bien-être animal ou pour l'environnement et les droits humains. Et à partir du moment où ces bassins de population vous suivent et vous font confiance, là aussi, il y a un relais qui peut très vite prendre beaucoup d'ampleur sur des sujets qui méritent d'être
Vous avez tout compris, voilà. Et non, mais en effet, parce que quand les choses, tout d'un coup, sont dans les médias et sont bien relayées, alors, encore une fois, l'entreprise se sent obligée de bouger. Je vous donne un exemple sur la campagne arnaque sur l'étiquette. Et les médias, c'est vrai, je crois, nous font confiance, mais tout simplement parce que, qu'est-ce qui se passe? S'ils nous appellent sur un sujet qui sort, par exemple, une nouvelle étude et qu'on ne l'a pas lu, ils le savent très bien, on va leur dire, on ne commente pas. C'est-à-dire que Foodwatch va s'exprimer, l'équipe est tout à fait briefée comme ça, et c'est ce que nous faisons tous. On va s'exprimer si on a creusé un sujet. Voilà, tout simplement, on n'est pas là pour parler en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'exprime sur quelque chose, en revanche, on ne va pas lâcher. Et ça, la communauté qui nous suit le sait aussi et fait partie de cette démarche. Oui. On a aujourd'hui plus de 250 000 personnes qui suivent Foodwatch en France et ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens sont partie prenante de ça. Évidemment, à travers la signature de pétitions. Là, on est presque à 200 000 signataires sur la pétition pour demander l'interdiction des additifs à base de nitrite, par exemple. Mais pas seulement. Pour les charcuteries. Oui, pour les charcuteries, et utilisé essentiellement dans les charcuteries. Mais pas seulement. Si je prends l'exemple de la campagne arnaque sur l'étiquette, d'abord c'est intéressant parce que de plus en plus, les cas d'arnaque sur l'étiquette, donc de ce marketing, ces informations sur les emballages des produits alimentaires qui finalement induisent en erreur. Comme on a le greenwashing pour l'image environnementale des entreprises et Tout à fait. Et L214 aussi dans un précédent podcast nous a parlé du bien-être animal ou de certaines choses qui peuvent être mises en avant sur des étiquettes qui sont mais vraiment des escroqueries quoi. Et là on a rendez-vous là au ministère de l'économie pour en parler parce que et en plus il est écrit dans la réglementation européenne que il est interdit de mettre des informations sur les emballages qui induisent en erreur. Le problème c'est que c'est très flou. Et que ensuite, là encore, ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Donc nous, on fait quoi? Foodwatch épingle extrêmement régulièrement, soit dans des dossiers sur le Made in France, sur l'huile de palme utilisée dans des produits soi-disant traditionnels, sur les allégations santé qui n'en sont pas. En tout cas, on épingle très régulièrement plein de cas différents de ce que l'on appelle des arnaques sur l'étiquette. Dans quel but? En fait, il y a deux objectifs. Donc, le premier, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que ce sont de plus en plus les foodwatchers, les personnes qui font partie de la communauté Foodwatch, parce qu'on est 6 salariés, mais c'est surtout 250 000 personnes qui, du coup, observent et qui sont contre l'opacité et l'impunité de l'industrie agroalimentaire. Et ce sont de plus en plus ces personnes qui nous remontent des exemples qu'ils ont eux-mêmes découverts lors de leurs enquêtes en supermarché. Donc, c'est très intéressant. Et les deux messages que l'on fait passer, c'est quoi? Le premier, c'est à l'industrie. Le message, c'est on vous observe, nous et toute la communauté. On n'a pas du tout envie de continuer à se laisser mener par le bout du nez et on va continuer à dénoncer ces exemples. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça a un effet préventif. On entend dire que dans les entreprises, quand ils sont dans les départements marketing en train de développer leurs emballages et leurs promotions, il arrive que certains disent non, on ne va pas faire ça parce que Foodwatch va nous tomber dessus. Eh bien, vous savez quoi? Je suis ravi de ça parce que si ça peut effectivement faire passer le message de dire changez vos pratiques, ils les changent parfois quand on les épingle publiquement. Il y a plusieurs produits de notre calendrier du vent, par exemple, qui ont changé leur emballage, mais ils les changent aussi en amont. Mais le deuxième message, et ça restera toujours le plus important, il est vers les responsables politique de dire il n'est pas normal qu'aujourd'hui ce soit le règne de la désinformation dans les rayons d'un magasin et vous devez serrer la vis de façon à ce que les entreprises, fabricants et distributeurs arrêtent aussi systématiquement d'induire les gens en erreur avec leur marketing. Alors quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Qu'est-ce qui empêche que nous ayons plus de transparence dans le secteur alimentaire et une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l'environnement? Ils sont nombreux. D'abord, on est obligé quasiment de prendre les substances une par une. Je m'explique. Il y a aujourd'hui 338 additifs autorisés officiellement en Europe dans les produits alimentaires. Or, on sait qu'on a de plus en plus des produits transformés et ultra transformés. Dans certains produits comme des pizzas, on trouve plus de 30 additifs. Or, les toxicologues nous alertent sur ce qu'on appelle les effets cocktails. C'est-à-dire que déjà, analyser, étudier la dangerosité ou non de chacun de ces 338 additifs est titanesque, et ça pose déjà problème, j'y reviens. Mais en plus, la combinaison, si vous voulez, possible de chacun de ces additifs entre eux, à 3, à 5, à 8, etc., est infinie. Puis il y a la notion de temps aussi, parce qu'il faut un certain temps pour voir si ça a des effets sur la santé humaine. Bien sûr. Pas forcément au bout d'une semaine de consommation qu'on voit des effets. Et entre les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans tout ça, toutes les substances chimiques, etc., donc les toxicologues alertent vraiment. Donc déjà, la raison voudrait qu'on se dise de façon assez logique, et Foodwatch va continuer à pousser pour ça, il faut qu'il y en ait moins d'autorisés. Parce que déjà, on va limiter les risques de façon automatique. Et on a tellement commencé à mettre des additifs qui servent à rien. Mais alors après, on les prend un par un, si vous voulez. On se dit comment on les réduit. Et
il est évident pour Est-ce nous... qu'ils ont tous une utilité? Non, mais non, Pourquoi justement. tout ça? Non, justement. Donc, comment on fait derrière? Derrière, nous, pareil, on déroule une logique. On dit, bon, pour la santé publique, il faudrait les réduire pour réduire les risques pour la santé. Donc, commençons par interdire ceux qui sont controversés pour la santé, c'est-à-dire ceux sur lesquels il y a déjà des études disponibles tout à fait crédibles qui montrent qu'il y a un risque crédible pour la santé. Je vous donne 2 exemples. Le E171, qui est le dioxyde de titane, qui est un nanomatériau, et les additifs à base de nitrite et de nitrate, dont on parlait tout à l'heure, utilisés beaucoup dans la charcuterie. Eh bien, ça devrait être évident sur la base du principe de précaution, là encore, de dire, puisqu'il y a certaines études qui disent que c'est potentiellement dangereux, on les interdit. Et oui, je suis prudente, je dis potentiellement dangereux. On n'exagère même pas, mais ça devrait suffire à une prise de décision pour protéger les citoyens et leur santé. Eh bien non, en fait. Les obstacles, c'est quoi? C'est qu'on doit se battre pied à pied. Donc sur le 171, l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a eu les états généraux de l'alimentation. Vous vous en rappelez peut-être. Oui. On s'est battu, on a passé, alors que toutes les ONG, on s'est coordonné, on s'est battu. Bon, on n'a pas obtenu grand-chose. Au moins, ça a fait avancer les débats. Une des rares choses qu'on avait obtenues, c'était ça. C'était que dans la loi, il était écrit que la France allait suspendre l'utilisation de cet additif dans l'alimentation. Qui sert à quoi, celui-ci? Alors celui-là, il sert à rien puisqu'il sert à blanchir les aliments. Alors justement, dans la catégorie, les additifs qui sont complètement déséquilibrés parce que d'un côté, il y a des risques assez élevés et en parallèle de ça, ça n'a en plus une utilité vraiment que marginale et simplement pour les fabricants. Cosmétique. Oui, donc ça devrait être évidemment supprimé. Oui. Eh bien, au lieu de ça, ce qui s'est passé, c'est déjà que, le gouvernement en place, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui aurait dû tout de suite signer un arrêté pour dire je mets en œuvre la loi, ne le faisait pas et on a appris, était assez réticent. Donc il a fallu qu'on fasse une tribune. Comment il justifie d'être réticent à ce moment-là? On y revient. Oui. Mais après, c'est une volonté de réglementer le moins possible. Mais c'est juste pour vous raconter une histoire concrète. Les obstacles, c'est quoi? Donc il a fallu qu'on fasse une tribune commune avec d'autres ONG, puis qu'on fasse encore un peu de médias pour que finalement on rencontre Monsieur le maire qui finalement s'est engagé à suspendre, etc. Donc très bien. Donc c'est suspendu. C'est suspendu depuis le 1er janvier, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2020. Et on sait qu'il va falloir pousser pour que ça continue. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la valeur ajoutée que l'on a, même si c'est aussi la difficulté de notre travail, mais on adore faire ça, c'est qu'on est européen. C'est qu'une fois que la France a pris cette décision, elle l'a prise seule, ce qui est très bien. Mais derrière, ça n'a de sens que si, 1, ça n'est pas bloqué au niveau européen, et si, 2, c'est élargi à l'ensemble des pays européens. Donc aujourd'hui, le travail continue, même si nos supporters ne le voient pas forcément, oui. On ne prend pas le temps de tout raconter, donc merci de m'en donner l'occasion aujourd'hui, mais évidemment, on continue de rencontrer les députés européens, les responsables à la Commission européenne, pour que ce soit élargi. Et alors qu'on fait cette avancée sur le E171, mais qu'on doit encore gagner la bataille européenne, eh bien on lance la bataille sur les nitrites et on doit recommencer de zéro, et c'est un par un. Par rapport à ce que vous venez de dire sur le E71, si vous réussissez donc à faire interdire, suspendre l'utilisation du E71 qui sert à blanchir, est-ce que ça signifie que les produits qui en contiennent et qui arrivent de hors France mais hors Europe n'ont plus le droit de rentrer, ou est-ce qu'ils peuvent rentrer en ayant ces produits-là? Comment ça fonctionne? Non, c'est une très bonne question. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une suspension de mise sur le marché. Donc, il n'est pas possible de mettre... Voilà. Donc, il n'est pas possible... même des produits importés, en fait. Il n'est pas possible de mettre sur le marché, en France, en tout cas cette année, et on espère que ce sera renouvelé, des produits qui contiennent le dioxyde de titane. Après, la bonne nouvelle, c'est que les industriels, pour la plupart, ont anticipé ça. Donc, de toute façon, la plupart sont aujourd'hui en train de fabriquer sans cet additif. C'est bien ça aussi, c'est que si on contraint à un moment donné l'industrie agroalimentaire, elle s'adapte. Mais pourquoi ça met autant de temps ? Ça met autant de temps parce que ce qui nous paraît être des histoires de bon sens, de dire on les interdit et puis c'est tout. Voilà, mais bien sûr qu'il y a des lobbies en face. Et non seulement il y a le lobby de l'industrie agroalimentaire qui n'avait pas du tout envie qu'on interdise cet additif, et c'est vrai sur chaque additif parce qu'ils y voient un peu leur petit intérêt, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, le dioxyde de titane est utilisé dans les médicaments, dans les dentifrices. Eh bien, quel lobby derrière ? C'est tout le lobby de l'industrie aussi pharmaceutique qui n'a aucun intérêt à laisser faire ça parce qu'il part du principe que si c'est interdit dans l'alimentation, ce sera peut-être interdit après dans la pharmacie. Donc oui, on est face à des titans. Maintenant, là encore, si on se bat pied à pied, qu'on continue à mettre des coups de projecteur, de la pression citoyenne et qu'on ne laisse pas vraiment le choix, on finira par y arriver. Mais pour répondre à votre question des obstacles, les lobbies bien sûr, mais aussi le fait qu'il faut
jamais rien lâcher. Parce que quand on croit avoir une petite victoire, ça peut être complètement détricoté derrière, et que malheureusement, tout ce qui nous paraît, nous, évident dans l'intérêt général, est souvent loin d'être une évidence, parce qu'il y a des intérêts économiques en face, et que, qu'on le veuille ou non, c'est eux, trop souvent, qui priment encore. Alors là, par exemple, sur ce E71 qui sert à blanchir, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Bon, on se dit là, c'est juste esthétique. Par contre, sur les nitrites, il y a eu toute l'industrie de la charcuterie était vent debout et on justifiait le fait d'utiliser ces fameux nitrites, si j'ai bien compris, par le fait de pouvoir conserver, que ça avait un rôle dans une meilleure conservation. Absolument. Comment après, par rapport à tous ces arguments qui, comme en ce moment on a avec le glyphosate, des agriculteurs qui disent on ne peut pas faire sans. À côté, on voit que certains font déjà sans et réussissent à faire sans. Donc comment trouver le juste milieu, qui dit vrai, qui dit faux ? Comment s'y retrouver dans tout ça ? Comment vous faites ? Je crois qu'il faut sortir des postures. Là encore, on cherche à être crédible, réaliste, et à la fois on est dans une confrontation qu'on assume non violente, puisqu'on a un principe fondamental de non-violence. Quand je dis confrontation, c'est quand, oui, tout d'un coup, on va révéler les résultats d'une enquête sur la place publique, des tests, par exemple, sur les laits infantiles, qui révèlent que c'est contaminé par des dérivés de pétrole, on en parlera, mais donc on secoue. Parce que si on ne secoue pas, ça ne va pas bouger. On secoue et on oblige à rendre des comptes. Mais à côté, on est aussi ouvert au dialogue. Donc, sur le E171 et les additifs à base de nitrite, j'en parle d'autant plus tranquillement qu'on sait pertinemment que les solutions existent, puisque un certain nombre d'industriels sont déjà passés ou ont toujours fait sans. Et qu'il faut bien se rappeler de l'historique. Aujourd'hui, c'est pareil, on a tendance à dénoncer quand même l'utilisation de l'huile de palme absolument partout, y compris dans des produits soi-disant traditionnels. Quelle grand-mère ou arrière-grand-mère, dans une recette traditionnelle, utilisait de l'huile de palme ? Alors maintenant, ils nous disent « mais c'est comme ça ». Mais non, c'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement transformé l'alimentation et rajouté des additifs qu'ils disent « on peut plus faire autrement ». Bien sûr que si, on peut. En revanche, donc il faut être réaliste. Et il faut travailler aussi avec les entreprises parfois, en tout cas au moins avoir une réunion pour se dire, si vous avez besoin de 6 mois d'adaptation, dites-le moi. Mais au moins, prenez un engagement. Moi, c'est ce que je leur dis. Prenez un engagement public de ne plus avoir ces substances dans ce que vous vendez. Après, expliquez-moi que votre plan de surveillance et votre plan de transition, parce que la chaîne industrielle, c'est pas simple, ça va prendre 6 mois. Pas de souci, mais soyez transparent et au moins prenez un engagement. En revanche, ne me faites pas un argument fallacieux pour faire un écran de fumée qui fait que c'est une façon de refuser de prendre la décision qui va dans le sens de l'intérêt et le droit des citoyens. Donc voilà, point. Après, il y a la question de l'accompagnement. Par exemple, sur le glyphosate, vous posez la juste question. Moi, je le dis toujours. D'abord, les agriculteurs sont les premières victimes de risques pour la santé de l'utilisation des produits phytosanitaires, et le glyphosate n'est pas le seul. Les agriculteurs, les vignerons, on a vu sûr, tous les dégâts bien de sûr. tout ça. Et en aucun cas, ni mes propos, ni les positions de Foodwatch, il ne faut pas que ce soit mal interprété, en aucun cas, ça ne se veut à l'encontre de l'intérêt et du droit des agriculteurs. Bien au contraire. D'abord, ce sont les premières victimes. Ensuite, on leur a imposé ce modèle agricole depuis les années 60, ce modèle agricole intensif, pour la plupart qui y sont, c'est un modèle qu'on leur a imposé. Donc, il faut les accompagner. En dissimulant, puisque quand les Monsanto Papers sont sortis, on a bien vu qu'ils étaient au courant, que toutes les études depuis des décennies avaient prouvé la nocivité, la toxicité de pas mal des produits qu'ils mettent sur le marché, et qu'ils ont donc dissimulé tout ça à tous ceux à qui ils les vendent, ici, et pas que sur notre continent, malheureusement, l'Inde, l'Afrique, les États-Unis. On peut parler des pratiques de Monsanto, qui sont quand même l'exemple, le cas d'école de toutes les pratiques des lobbies pour créer du doute. Dès qu'il y a une étude scientifique, pof, on va faire en sorte de financer une autre qui va dire le contraire. Et puis le fameux fichier qu'ils ont publié l'année dernière. Avec les 200 noms. Moi, j'ai le privilège et l'honneur d'être sur ce fichier. Voilà. Marie-Monique Robin aussi. Voilà. Et j'adore, en fait, parce que c'est très bien qu'ils nous aient identifiés comme, effectivement, défendons l'intérêt général versus leur intérêt privé, et que oui, on va continuer à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, parce qu'à un moment donné, on ne va pas accepter l'inacceptable. Mais pour revenir aux agriculteurs, c'est très simple. Le propos, il est quoi ? Il est de dire, bien sûr qu'il faut un plan de transition, et bien sûr qu'il faut les accompagner. Mais déjà, actons cette décision de l'interdire. Je rappelle que quand ça a été réautorisé en Europe, en 2017, quelle décision a pris l'Union européenne ? On est absolument pour une Europe, c'est pas le sujet, mais par contre on se bat pour que l'Europe soit plus transparente, plus démocratique et plus protectrice. Qu'est-ce qui a été décidé ? Pas de renouveler
pour interdire dans 5 ans. Il n'a pas été décidé, on renouvelle 5 ans et après on interdit. Il a été décidé de renouveler 5 ans et qu'on se reposerait la question au bout de 5 ans. Là, en France, c'est pareil. Emmanuel Macron a pris la promesse qu'on en sorte pour qu'on l'interdise début 2021. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il faut entériner ces décisions politiques de protection de la santé et de l'environnement et interdire ces substances. Que ça aille avec un plan d'accompagnement. Si certains agriculteurs doivent être accompagnés ou compensés, qu'ils le soient. Si vous voulez, la réponse à votre question de tout à l'heure, comment on fait, c'est en apportant et en défendant des solutions qui sont des solutions réalistes, mais en même temps ambitieuses et sur lesquelles on ne va pas lâcher. Parce que cet argument économique, on nous le sert tout le temps. Mais si on veut vraiment trouver des solutions et qu'on a une volonté politique, on peut. Je vous donne un autre exemple sur le marketing qui cible les enfants. En ce moment, on défend ça parce qu'on l'a porté pendant la loi sur l'agriculture et l'alimentation. Plusieurs députés ont proposé cette mesure qui consiste donc à interdire la publicité et le marketing qui ciblent les moins de 16 ans pour les produits qui sont trop sucrés, trop gras, trop salés. Seulement cela, mais c'est déjà beaucoup. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'on a 1 enfant sur 6 en France aujourd'hui qui est en surpoids ou obèse. Eh bien, qu'est-ce que les détracteurs de cette décision nous répondent ? Ça va faire en fait un manque à gagner de redevances pour les télévisions et donc au niveau économique ça marche pas. Mais pas du tout. En fait il y a un coût social de la surcharge pondérale qui est de 20 milliards par an. Donc déjà, si vous voulez, le coût que toute la société paye pour prendre en charge la question du surpoids et de l'obésité, c'est des milliards et c'est de l'argent public. Et les histoires de redevances, on nous parle d'éventuellement 600 millions d'euros. Donc d'abord, 600 millions par rapport à 20 milliards, ça ne tient pas. Et surtout, là encore, décider de protéger la santé des enfants. On ne souhaite pas que ce soit fait nécessairement au détriment des chaînes. Mais s'il faut que l'État trouve la solution pour prendre 600 millions quelque part et compenser les chaînes, ce qui permettrait de prendre cette décision nécessaire de protection des enfants et de leur santé, c'est pas compliqué à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est surtout que là, en vous écoutant, ce que je trouve vraiment énorme et terrible, c'est qu'on voit bien que dans la balance, on a sur un plateau la santé des enfants, sur l'autre plateau, la redevance de l'argent qui va à l'audiovisuel. Et donc, c'est ce plateau-là qui est prioritaire, qui est le plus important par rapport à la santé de tous les enfants. C'est ce qu'on dénonce, parce que moi, je suis pas naïve, hein, je le sais, mais je continue à être quand même parfois encore surprise et choquée de voir que dans des débats où effectivement on parle de substances comme des résidus de pesticides, comme des additifs les plus évidents, les plus controversés, comme les huiles minérales qui sont des dérivés de pétrole, et tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est potentiellement cancérogène, mutagène, perturbateur endocrinien et qu'il n'en faut pas. Donc même quand il y a ces évidences, on voit bien qu'il y a des freins économiques. Et par ailleurs, il y a aussi une question, à un moment donné, moi je dis qu'il faut sortir des postures. Il y a une question là de posture de certains, et notamment de personnes que j'ai rencontrées au gouvernement et dans les différents ministères et de certains députés de la majorité, qui consiste à dire non, on ne va pas réglementer. On va responsabiliser les entreprises. C'est le cas typiquement. On sait que ça marche pas. Mais bien sûr, c'est le cas typiquement sur cette histoire de marketing et de publicité qui cible les enfants. Pourquoi j'insiste ? Parce que c'est une recommandation, là encore, de l'Organisation mondiale de la santé. On parle des enfants. Tous les experts sont d'accord pour dire que l'exposition des enfants à ce matraquage marketing est un problème et que non, les parents n'ont pas forcément les clés parce que c'est aussi Internet, c'est aussi les jeux, c'est aussi tout ça. Et que la réponse que nous fait le gouvernement depuis 3 ans, que je rencontre vraiment sur ce sujet-là, et de certains députés qui le portent et d'autres qui s'y opposent, c'est « ne vous inquiétez pas, on va renforcer les codes de conduite ». Et c'est ce qui est aujourd'hui dans le projet de loi sur l'audiovisuel et qu'on veut faire changer pour avoir un vrai truc contraignant. Or, on le sait et on l'a documenté, et même la Cour des comptes, en novembre 2019, a publié un rapport, on a été auditionné, sur l'obésité et a redit noir sur blanc, les engagements volontaires des entreprises, c'est insuffisant. Ça ne peut pas être la réponse à une question prioritaire de santé publique. Eh bien, il y a une posture qui consiste à dire on ne va surtout pas mettre de règles contraignantes à toutes ces entreprises. Mais enfin, c'est aberrant. Surtout que, vu comme ça, on pourrait se dire c'est de la naïveté, mais on sait très bien que c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit de la naïveté. Donc, il y a un moment, c'est de la mauvaise volonté. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il y a une vraie posture qui est une idéologie qui me semble... De donner la priorité à l'économie par rapport à la vie des enfants, des humains. Voilà, et de donner la priorité aussi à une logique, à une politique, à presque une idéologie qui consiste à dire on ne va pas mettre de règles contraignantes aux entreprises parce que, effectivement, ça va aller à l'encontre, et puis ça fait trop de règles publiques, et puis finalement, où commence et où s'arrête le rôle de l'État, mais on va les responsabiliser sur des engagements volontaires. Le problème des engagements volontaires, c'est que,
personne ne les contrôle vraiment. D'ailleurs, il y a déjà un engagement volontaire, une charte européenne qui s'appelle le EU Pledge sur cette question du marketing. Les plus gros l'ont signé, ne la respectent pas, ce qu'on a prouvé. Oui, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà ce qui est appliqué avec des mesures contraignantes, on a du mal à le faire respecter. Exactement. Alors vous imaginez oui. bien ce qui n'est pas contraignant. Et ensuite, moi je suis consommatrice. Je vais dans un magasin, petite taille, grande taille, peu importe. Comment je peux savoir, face au rayon des céréales, lequel s'est engagé, ne s'est pas engagé, s'il respecte son engagement? J'ai aucun moyen de le savoir. Donc respecter le droit à une alimentation saine et à des informations transparentes de tout le monde pour qu'on puisse acheter en connaissance de cause, c'est quand même avoir des règles du jeu qui sont les mêmes pour tout le monde. Si c'est pas les autorités publiques qui mettent les règles du jeu, c'est qui? Oui. Donc vous voyez, on marche un peu sur la tête. Et pourtant, c'est loin d'être une évidence. Et pourtant, on n'a pas encore gagné ce combat, mais qu'on continue de mener, parce qu'à un moment donné, oui, il faut que les législateurs jouent leur rôle, que l'État joue son rôle, et que l'intérêt général et la santé publique priment. D'autant plus que là, je viens de lire l'excellent livre de François Gémen, l'Atlas de l'Anthropocène. D'accord. Où en fait, il y a donc lui en tant que chercheur du GIEC qui compile donc les données qui arrivent d'experts du monde entier sur, il y a à peu près 50 sujets d'abordés qui vont des déchets nucléaires aux résidus de plastique dans les océans. Enfin, c'est thématique, c'est très 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 bien fait. Je ne comprends pas que ce ne soit pas une obligation que tous les responsables politiques, à quelque niveau que ce soit, du niveau maire jusqu'au président de la République, aujourd'hui, là, en 2020, devraient être obligés de passer au travers de ça. Parce que toutes les données sont là. Et on voit que aussi bien sur l'alimentation et tous ces produits nocifs, toxiques, qui nous polluent nous, mais qui polluent ensuite aussi notre eau, nos terres, tout ce qu'on va consommer. Il y a une chaîne de causalité de choses interdépendantes maintenant qui est phénoménale et on a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir dessus. Et d'entendre des gens comme vous, encore aujourd'hui, qui devaient aller vous battre face à nos responsables politiques qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas prendre les décisions. Bon, après, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Je pense qu'il faut être très prudent et pas tomber dans le tous les mêmes, et tous à l'écoute des lobbies, etc. Je pense que c'est pas juste non plus. Mais justement, quand on a justement le rôle d'un contre-pouvoir citoyen comme le nôtre, ça crée aussi de l'espace pour les responsables politiques les plus volontaires. Et là encore, parmi les députés, il y a de plus en plus nombreux députés qui ont co-signé cet objectif que l'on porte et qui le défendent dans l'hémicycle. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment révoltant, c'est quand on voit que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit nos moyens de locomotion, que ce soit tout ce dont on vient de parler dans l'alimentaire. Tout ça, ça fait déjà 30, 40 ans minimum que des gens alertent sur tout ça. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, quand on les a devant les yeux, qu'on voit tous les dégâts, on se dit que si les mesures avaient été prises il y a 30-40 ans, tout ce que vous parlez par rapport à l'accompagnement, parce que c'est difficile effectivement de demander aujourd'hui à des entreprises du jour au lendemain d'arrêter, du jour au lendemain d'arrêter l'essence, mais ça fait tellement longtemps que des gens alertent quand même. D'abord, elles peuvent très bien s'adapter, les entreprises, rassurez-vous, et on le voit avec le Nutri-Score qui, par exemple, pour les entreprises qui l'utilisent, ça les oblige aussi à améliorer justement la qualité de leurs produits. Et elles le disent, les plus honnêtes, moi, me l'ont dit dans des discussions que j'ai eues avec eux en disant, mais en effet, on est allé trop loin, parce que vous avez raison. Mais le problème, c'est surtout que ça s'est accéléré. C'est-à-dire que justement, comme personne n'a mis de frein, comme personne n'a dénoncé, n'a mis de coup de projecteur sur ce dérapage-là de la production alimentaire qui de plus en plus s'est mis à enlever les nutriments. Donc on en enlève un peu, on rajoute un peu de sucre ajouté, et puis finalement personne ne nous dit rien, on en enlève un peu plus, on rajoute un peu plus de sucre ajouté. À chaque fois, le sucre ajouté, ça fait quoi? C'est moins cher, ça rend, c'est addictif, on le sait, donc du coup les gens en rachètent d'autant plus, etc. Les plus honnêtes, ils me disent quoi quand on parlait de Nutri-Score? Ils me disaient, mais évidemment on est allé trop loin. Parce qu'il y avait aussi un débat sur, mais ça a un coût de revenir en arrière et de remettre des nutriments. Et là, je leur ai dit, ah oui, ça a un coût. Mais alors le coût, vous allez le supporter. Vous allez le demander à personne d'autre. C'est certainement pas ni aux consommateurs, ni aux autorités publiques à vous compenser là-dessus, en revanche. Parce que justement, vous avez augmenté vos marges depuis 30 ans en enlevant les nutriments pour les remplacer par du sucre ajouté. Là, vous reconnaissez que vous êtes allé trop loin. Évidemment, on doit revenir en arrière et remettre des nutriments. Mais c'est vous qui allez supporter la charge, personne d'autre. Et donc oui, après, c'est leur responsabilité. Moi, je ne suis pas contre les entreprises. Je comprends très bien qu'elles doivent faire du bénéfice et que ce ne soit pas une association loi 1901 comme nous. Moi, je dis toujours, à la fois sur la question des lobbies et sur la question de jusqu'où les entreprises peuvent aller, elles peuvent faire leur boulot, elles sont là pour gagner de l'argent, c'est très bien, dans la limite, la ligne rouge, qui est, à partir du moment où ça met en danger la santé des gens, le droit des gens, et où ça empiète sur, justement, l'intérêt général, c'est non.
Or aujourd'hui, c'est pas non. Donc c'est là qu'il faut remettre de la ligne rouge très claire. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé de livres, je pensais que vous alliez mentionner celui de Stéphane Aurel, puisqu'on parlait des lobbies. L'excellent livre de Stéphane Aurel qui est Lobbytomie, et qui est très éclairant. Donc je me permets de le dire parce que je pense que ça intéressera beaucoup des gens qui vous écoutent. Vous, à titre personnel, donc vous avez travaillé pour Action contre la faim, pour Greenpeace, aujourd'hui Foodwatch. Qu'est-ce qui vous a mené à vous engager ? Quand j'étais jeune, en fait, je savais pas ce que je voulais faire professionnellement. Donc, du coup, j'ai fait un peu une voie générale. J'ai eu la chance de pouvoir. Donc, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai travaillé un peu dans le privé, pas dans l'agroalimentaire pour le coup, plutôt dans une agence de photos. Et puis, en fait, ça m'intéressait, ça me remplissait pas assez, quoi. Donc, à 29 ans, j'ai décidé de partir dans l'humanitaire avec Action contre la faim. Mais je crois que quand je remonte ou quand j'en parle autour de moi, j'ai toujours été très sensible aux injustices, en fait. Et notamment les injustices sociales, environnementales un peu après. Et puis de toute façon, elles sont liées. Et puis j'ai trouvé que refaire le monde dans son canapé confortable parisien, finalement, ça n'avait pas tellement de sens. Et que soit je me taisais, soit j'allais voir un peu la vraie réalité plutôt que de seulement en parler. Et comme vous l'avez bien compris, je ne suis pas tellement capable de me taire. J'ai décidé d'aller voir la réalité et de voir ce que je pouvais faire humblement par rapport à ce qui se passait dans le monde. Donc Action contre la faim a été extrêmement formateur, épanouissant. J'ai rencontré des gens et des situations absolument incroyables. Et après quelques années, 6-7 ans, notamment en Afrique, j'ai aussi eu envie de voir ce qu'on pouvait faire un petit peu en amont, un petit peu plus au niveau politique, c'est-à-dire avant que les crises ne soient déclarées, puisqu'il est évident que les causes des crises souvent sont évitables. C'est-à-dire que pour le coup, et je le dis par expérience, bien sûr qu'il y a plein de dilemmes dans l'humanitaire, qu'il faut le faire de façon responsable. Et d'ailleurs, moi, souvent, je forme des gens avant d'aller sur le terrain et vraiment, je leur rappelle quelle responsabilité c'est de partir faire ce genre de projet. Et donc, c'est absolument indispensable. Et en même temps, oui, on a envie quand on comprend un peu les situations, on se dit c'est a priori évitable, et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter d'en arriver là. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de croiser le chemin de Greenpeace, donc Greenpeace International. Donc j'étais basée à Amsterdam, mais j'étais très souvent en Afrique, puisque c'est le moment où, 2009, c'est le moment où Greenpeace ouvrait pour la première fois des bureaux permanents en Afrique, puisque avant ça, il n'y était pas. Mais c'était à l'époque de Kumi Naidoo ? Non, oui, exactement. C'était à l'époque de Kumi Naidoo. Et donc, j'ai vraiment accompagné... Qui, lui, est d'origine sud-africain. Voilà. Et donc, Greenpeace a ouvert un bureau africain, on va dire son siège africain en Afrique du Sud, mais avait toujours une campagne océan, protection des océans basée à Dakar. Et moi, je me suis occupée de toute la coordination de la campagne internationale pour la protection des forêts et des populations, bien sûr, puisque j'adore décloisonner et qu'il est extrêmement important qu'on voit toujours, non pas les problématiques et les solutions par simplement le prisme soit environnemental, soit social, mais qu'on est tous responsables de décloisonner et de prendre les problématiques dans leur globalité. Mais d'ailleurs, c'est dans ces années-là que Wangari Maathai a eu son prix Nobel de la paix pour une action sur l'environnement, alors que un prix Nobel de la paix qui est un prix sur les droits humains, mais par rapport à une action sur l'environnement. Parce qu'on commençait et on l'est de plus en plus, et tant mieux. Et moi, je me ferai toujours l'avocate de cette approche. C'est qu'il ne faut absolument pas réfléchir de façon cloisonnée, parce que tout est lié. Et donc, nous-mêmes, qui voulons être porteurs de solutions et de changements, devons garder cette ouverture d'esprit et avancer tous ensemble et de façon complémentaire. Donc cette campagne qui était la protection des forêts en Afrique centrale, mais aussi du coup des droits des populations, surtout quand on sait qu'elles faisaient face en même temps que la déforestation à l'accaparement des terres, qui est un sujet qui me tient à cœur. Moi aussi, parce que les politiques ont été votées sur les agrocarburants. Bien sûr. On voit les accaparements de terres, quand on voit les populations qui sont dont on accapare ou les ressources ou les terres ou qu'on met dehors, les deux. Voilà, voire qu'on assassine maintenant en Amérique du Sud. Bien sûr. Et parce que là aussi, il faut décloisonner et que toutes les décisions qu'on prend en France, elles ont un impact ailleurs et vice-versa. Oui. Et vice-versa. Et donc, c'était passionnant parce que pendant plusieurs années, j'ai accompagné... donc du coup, on avait des équipes congolaises et puis on a aussi ouvert au Cameroun. Et au-delà des équipes Greenpeace, on a travaillé... Sur les forêts du bassin du Congo. Sur les forêts du bassin du Congo, ouais. Et on a travaillé vraiment main dans la main avec aussi des acteurs de la société civile. Donc, c'était passionnant, les ONG locales, congolaises et camerounaises à l'échelle nationale, mais aussi parfois à l'échelle locale. Et quelle leçon d'humilité que de voir aussi des villageois au fin fond du Congo, donc sans aucun moyen de communication, et se mettre en travers de la route pour empêcher des camions chargés de bois, des arbres qui qui venaient d'être coupés sans aucune autorisation. Et ces gens qui défendaient leurs droits et leurs revenus au prix de leur vie et seuls, quoi, et de venir humblement en support de ces communautés pour défendre leurs droits. C'était absolument passionnant. C'est bien de passionnant. le dire, parce que là, on entend de plus en plus de reproches et qui, je trouve, sont souvent justifiés par rapport au fait de certaines ONG qui arrivent dans des pays du Sud et qui imposent
un peu à l'ancienne des façons de régler les problèmes sans tenir compte ni des populations locales, ni en faisant avec les associations locales. Donc souvent, ça fonctionne beaucoup mieux quand on fait avec bien sûr, mais les locaux, parce c'est qu'ils essentiel. savent mieux que C'est nous. essentiel et c'est là et c'est aussi ce que j'essaie de transmettre beaucoup aux nouvelles générations en les formant à ce genre de projet. C'est là il faut décloisonner, il faut aussi décloisonner sur le fait qu'on n'arrive pas en terrain vierge et c'est pas de la néocolonisation de faire des projets de solidarité avec les autres. Non mais voilà, c'est évidemment. Donc si on a la prétention d'aller aider d'autres gens dans d'autres zones qu'on connaît même pas, encore faut-il avoir conscience de l'humilité que ça réclame et puis du besoin de travailler main dans la main chacun. Et puis surtout, on vient en général pour une période de temps. Mais la question à se poser tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est la stratégie de sortie ? C'est-à-dire que d'anticiper dès le début, de se dire, quand moi, mon projet international, il va s'arrêter, que je vais repartir, est-ce qu'on a laissé quelque chose derrière qui est plus solide et qui puisse fonctionner de manière autonome ou est-ce qu'au contraire, on a fait un éléphant blanc ? C'est pour ça que je disais, l'humanitaire est plein de dilemmes et tout projet est plein de dilemmes. Donc il faut le faire de façon responsable, intelligente. On ne se pose jamais assez de questions. Et bien sûr, il faut travailler avec eux. Après, je crois que ce qui était l'intérêt de la chose à ce moment-là, c'était à la fois que j'avais l'expérience de terrain de l'humanitaire et qu'en même temps, j'ai beaucoup appris de cette école de Greenpeace, qui est une des meilleures, pour se dire effectivement comment on fait un combat David contre Goliath pour faire changer les choses parce que les forêts du bassin du Congo, il y a tellement d'intérêts différents qui sont empêtrés là-bas. Et du coup, c'était passionnant de combiner ces expériences et ces compétences. Et la grande question, c'était comment on peut faire du Greenpeace en Afrique centrale. Typiquement, si je fais une lettre ouverte pour interpeller le ministre de l'Environnement congolais, ça va être plus compliqué et je vais avoir beaucoup plus en tout cas des effets tout à fait différents de si j'envoie une lettre ouverte au ministre français, parce que ce ne sont pas les mêmes contextes politiques et qu'on ne fait peut-être pas bouger les choses de la même façon. Et voilà, donc c'est passionnant et c'est jamais des recettes toutes faites, si vous voulez. Avoir des projets comme ceux de protéger la forêt, les droits des populations, main dans la main avec la société civile, aujourd'hui être à la tête de Foodwatch en France et contribuer au développement de Foodwatch partout en Europe, etc. C'est pas écrit dans les livres comment on fait. Voilà. Je crois qu'il faut beaucoup d'intelligence de situation. Oui, parce que si vous parlez de l'huile de palme ici dans un bureau à Paris ou à Bruxelles, avec l'expérience que vous avez, vous savez bien qu'en amont, il y a toute une chaîne de problèmes qui interagissent avec bien d'autres domaines que juste la multinationale à laquelle vous êtes en train de parler. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'on en est de plus en plus conscience maintenant. Tout est lié. Il faut en avoir conscience. Et il ne faut pas que ça nous paralyse en disant mais alors c'est inabordable, c'est immense, on peut rien faire. Oui, au contraire, d'autant plus faire. Voilà, au contraire, il faut d'autant plus faire, mais faire en bonne intelligence les uns avec les autres de façon complémentaire et peser autant qu'on peut en tant que, encore une fois, en tant que citoyen, quoi. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelques-unes de vos campagnes les plus emblématiques, ce qui nous permettra de mieux comprendre contre quoi vous vous battez, mais aussi les enjeux pour nous tous. Par exemple, dans votre rapport d'activité de 2018, vous dites pour l'affaire Lactalis, plus on enquêtait, plus on découvrait l'étendue de ce scandale des laits infantiles contaminés à la salmonelle, si bien que pour agir contre l'impunité, Foodwatch a porté plainte avec plusieurs parents, ciblant Lactalis, les laboratoires, les distributeurs et les autorités publiques. L'instruction, donc là c'était le rapport de 2018, vous disiez l'instruction va se poursuivre en 2019. 85 pays ont été concernés par cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça a commencé, cette affaire-là, ce que vous avez fait et où on en est ? J'ai l'impression que ça peut nous donner une bonne idée de votre travail. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment sur la partie scandale alimentaire. Donc parce qu'il y a ce qu'on a tous les jours dans l'alimentation, on en parlait tout à l'heure, mais ça, c'est le fait qu'il y a régulièrement des scandales alimentaires. Donc il y a eu le scandale de la viande de cheval en 2013. Je disais tout à l'heure, les œufs contaminés au fipronil. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça nous a révélé, le scandale de la viande de cheval ? Qu'en fait, il y a effectivement de plus en plus des chaînes d'approvisionnement, des intermédiaires qui sont extrêmement internationalisés et compliqués et opaques. Or, c'est une obligation de la réglementation européenne. Donc il va bien falloir le mettre en œuvre et c'est pour ça qu'on pousse les autorités publiques. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Lactalis ? C'était début décembre, je me rappelle comme si c'était hier, c'était début décembre 2018, le 5 décembre je crois, et on apprend que Lactalis procède à des rappels, je crois, de certains de leurs laits infantiles parce qu'il y avait une contamination à la salmonelle. Ok, donc ça arrive souvent si vous voulez qu'il y ait des retraits ou des rappels. Donc, banal. Mais on le note.
Et je pense que c'est ma collègue Ingrid Kragle, qui est là depuis le début du bureau en France, qui a une très excellente mémoire et qui est en charge souvent de nos investigations, qui cherche un peu quand même des infos et qui trouve assez rapidement que cette même usine, qui à l'époque n'appartenait pas encore à Lactalis, qui l'a racheté juste après, mais cette même usine, en 2005, avait déjà eu un problème de contamination à la salmonelle. Donc première alerte, si vous voulez, de se dire c'est pas un cas isolé, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ensuite, on a commencé à avoir des informations au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il y avait tel lot qui était rappelé, et puis un peu après, il y avait aussi finalement un problème sur un autre lot, mais on n'avait pas bien vu. Enfin, toujours de lait pour enfants. Toujours de lait pour enfants, toujours de la même usine, toujours Lactalis. Et si vous voulez, ça sentait tout de suite le fait que c'était assez opaque, c'était pas très clair, quoi. Donc ça se passe sur quelques jours, quelques semaines. Quelques jours. Et donc on voit assez vite que c'est pas clair, en fait. Donc ni une ni deux, on a écrit immédiatement Foodwatch, on a écrit à Lactalis et on a écrit au ministère concerné en posant des questions et en disant là on a eu telle info, mais on se pose des questions. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Depuis quand cette contamination? Quels contrôles ont été faits? Des questions assez légitimes, somme toute, pour une association qui défend les consommateurs et par ailleurs, une association qui réclame, et on a une pétition toujours en cours, beaucoup plus de transparence sur les résultats des contrôles faits par les autorités. On demande à ce que ce soit rendu transparent. Donc, du coup, on pose des questions qui nous paraissent légitimes. Et puis, on n'a pas de réponse. Et puis, finalement, les choses s'enchaînent. Ni de Lactalis, ni du ministère. Non, en général, il faut les relancer un peu, les ministères. Là, ça se passe un peu mieux, mais c'est compliqué pour eux Moi, je pense qu'ils font une erreur de ne pas comprendre qu'il faudrait communiquer largement, beaucoup plus publiquement. On les y pousse, en tout cas. Et donc là, à ce moment-là, on n'avait aucune réponse. Et puis bon, il y a les vacances de Noël qui passent. Finalement, le truc se tasse un peu. Et quand on revient en janvier, on réinvestigue un peu. Et puis surtout, il se passe un nouveau scandale. C'est que tout d'un coup, tous les lots qui étaient censés avoir été rappelés, des consommateurs nous appellent. Et puis, indépendamment de Foodwatch, ça sort aussi dans les médias que pas mal de consommateurs sont allés dans des grandes surfaces de distributeurs, de plusieurs distributeurs, et ont retrouvé des lots qui avaient été ramenés. C'est-à-dire, autrement dit, officiellement, Lactalis dit ces lots-là, il faut les rappeler. Donc les distributeurs ont l'obligation, c'est du pénal ça, ils ont une obligation légale, du coup, d'enlever ces fameux lots, de les retirer de la circulation et de dire aux gens qui en ont acheté, de dire si vous les ramenez, on va vous les rembourser. Et en fait, les lots que les gens ramènent se retrouvent dans les rayons. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas retirés de la circulation, ils sont même remis dans la circulation. Et donc, il y a eu plusieurs accidents comme ça dans plusieurs... Donc, du coup, là, les médias sont repartis. Mais remis en circulation par Lactalis qui les avait récupérés et renvoyés ou Non, en fait, là, c'est les supermarchés, vraiment, qui ont pas fait ce qu'il fallait et qui ont fait n'importe quoi. Il y a déjà eu des précédents comme ça? Parce que ça se passe dans un supermarché, mais dans plusieurs... Alors, pas à ma connaissance. Et du coup, là, il y a une enquête en cours, mais c'est pour ça que dans notre plainte, on a ciblé les distributeurs aussi. Parce qu'on est les seuls à avoir fait. Parce que d'autres ont porté plainte, mais en ciblant toujours Lactalis. Et en fait, il y a ça, et il y a aussi le fait que c'était pas clair quel contrôle avaient fait les autorités publiques, qu'est-ce qu'ils avaient publié, quelles mesures ils avaient prises, etc. Et finalement, tout le monde se renvoyait la balle. On voyait bien dans les médias et tout le monde se renvoyait la balle. Et nous, on s'est dit, ok, donc en fait, la réalité, c'est que quand on regarde la réglementation européenne, tout le monde a une responsabilité, et même les laboratoires, il y avait une question sur mais est-ce qu'eux, ils ont su que c'était contaminé, mais ils l'ont pas dit, ils n'ont pas remonté l'information, etc. Et donc nous, on en a profité pour expliquer que, en fait, au vu de la réglementation, chaque acteur de la chaîne est responsable de ne pas vendre des produits qui sont non conformes ou potentiellement dangereux pour la santé. Donc, à partir du moment où il est informé. Exactement. Donc c'est un cas d'école pour regarder en effet où ont été les manquements et les défaillances de Lactalis d'une part, qui a une responsabilité primaire en tant que fabricant, où ont été les manquements potentiels de laboratoire parce qu'on a eu des infos contradictoires et donc ça, il faut le creuser, où ont été les manquements des autorités publiques qui, rappelons-le, sont in fine ceux qui sont en charge de s'assurer qu'il n'y a pas de produits non conformes ou dangereux vendus, et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qui doit être renforcé, parce que l'idée c'est pas non plus de, si vous voulez, de jeter l'opprobre, l'idée c'est de dire il faut absolument mettre le doigt sur les défaillances pour pouvoir les régler et que cela ne puisse plus se reproduire. Et donc on a porté plainte parce qu'on estime que contre l'impunité il faut qu'il y ait des sanctions, et surtout on a publié, du coup on a passé un peu de jours et des nuits à faire ce petit rapport, un petit rapport de 8 pages pour en profiter, pour résumer quel était l'historique et surtout quelles étaient les infractions commises par les uns et les autres et quel était le contexte de cette réglementation européenne. Donc en fait, on l'a fait aussi dans le but qu'il soit toujours utile, et je crois qu'il est toujours utile aujourd'hui pour comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être confronté de nouveau à ce type de scandale.
Ça a été quoi la fin de l'histoire? Est-ce que il n'y a c'est pas de fin fini? d'histoire parce que C'est pas fini? du coup les procès, voilà, ce genre ça prend du temps, ça prend des années. Donc c'est toujours en cours là au niveau, mais là pour le coup c'est en cours au niveau des tribunaux. Donc là on les laisse faire quoi. En revanche, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Officielle sur l'affaire Lactalis, et d'ailleurs nous avons été auditionnés, comme beaucoup d'autres acteurs concernés. Il y a eu des recommandations dont un certain nombre ont été prises en compte dans la loi agriculture-alimentation, et un certain nombre d'autres recommandations qui n'ont pas encore été prises en compte, mais on continue à les pousser. Par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de demander la transparence sur les contrôles qui sont faits par les autorités publiques sur les produits alimentaires. D'accord. Donc, pour parler un petit peu de votre action sur les étiquettes, Oui. donc j'en parlais tout à l'heure, Sébastien Arsac de L214 me disait dans un précédent podcast que de nombreuses marques utilisent des étiquettes qui sont censées rassurer le consommateur, que ce soit sur les bienfaits pour la santé de leurs produits ou sur les conditions d'élevage des animaux, du bien-être animal, et que beaucoup de ces étiquettes étaient trompeuses, donc vous nous dites la même chose. Vous écrivez aussi dans votre rapport 2018, pour plus de transparence, la campagne Arnaque sur l'étiquette a joué son rôle de vigie, avec plusieurs enquêtes, dont Détox ou Intox, salade d'arnaque de l'été, dérivés d'animaux cachés. Un signal très fort, je cite ce qui est marqué sur votre site, un signal très fort a été envoyé aux acteurs de l'industrie agroalimentaire. Nous surveillons, traquons, dénonçons. En un mot, nous ne sommes plus prêts à avaler n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne Arnaque sur l'étiquette? Qu'est-ce qui a motivé sa création et en quoi ça consiste aujourd'hui, puisque c'est toujours en cours, si j'ai bien compris? Oui, absolument. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la question de la foire à la désinformation, quoi. Et pareil, si on ne réduit pas un peu la marge de manœuvre des entreprises, elles vont continuer. Et puis elles vont toujours continuer à pousser le curseur un peu plus loin. Donc cette campagne, d'abord, elle part du constat que vraiment aujourd'hui dans les rayons des magasins, il y a beaucoup trop d'emballages qui induisent les consommateurs en erreur. Et il y a plein d'astuces du coup qu'on a nous débusquées et mises en catégorie et expliquées aux gens. Par exemple le Made in France. Le nombre de produits qui ont un petit drapeau, un joli petit hexagone, un cocorico et en fait c'est écrit en petit fabriqué en France et les ingrédients viennent du bout du monde. Par exemple, c'est légal là pour le coup, mais on estime que c'est pas très légitime et c'est pas très honnête parce que en fait si les ingrédients ils viennent du bout du monde, on peut peut-être être plus clair sur qu'est-ce qui vient de la France, qu'est-ce qui vient pas de France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, il y a plein d'étiquettes sur lesquelles c'est produit, Europe, on sait pas très bien de quel pays d'Europe, soit, mais parfois ça vient d'ailleurs. Alors, on n'est pas là pour dire il faut rien manger qui vient d'ailleurs, si c'est des produits qui sont pas fabriqués chez nous, etc. On est juste là pour dire soyez honnêtes sur les emballages. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soit ça, que ce soit les allégations santé, énergie, bonne nuit, alors que ça n'a pas de faculté de vous faire mieux dormir, mais on met ça dessus pour vous le faire vendre, etc. Parce que tout ça, c'est fait pour faire vendre, quoi. Et souvent, ce sont des produits en plus vendus plus cher. Voilà. Et moi, ça me révolte, en plus, si vous voulez, que les personnes les plus précaires puissent être dupées. Alors, du coup, tout le monde sera dupé, sauf que l'impact sur le portefeuille sera d'autant plus important sur des gens qui sont peut-être un peu plus précaires. Donc, pour des effets qui ne seront pas là. Pour des effets qui ne seront pas là. Donc, tout ça, on lutte contre. Ce ne sont pas, dans la plupart des cas, des arnaques sur l'étiquette qui ont un impact sur la santé, mais ce sont des arnaques sur l'étiquette qui sont de la malhonnêteté. Et ça, on le dénonce parce que, pour le coup, on pense qu'on a du poids. On a du poids parce qu'on dit aux entreprises que maintenant, tout le monde les observe et qu'il va falloir qu'ils arrêtent parce qu'ils savent très bien que là, on peut, à n'importe quel moment, publier quelque chose qui peut tomber sur n'importe lequel d'entre eux si ils sont allés trop loin et qu'ils ont abusé. Donc, ces pratiques abusives, on a envie de dire non. Et le fait du coup d'avoir un côté un peu ludique aussi, d'épingler à chaque fois des produits très concrets, ça marche bien. Du coup en 2019, on a épinglé par exemple les bouillons Knorr. Alors le bouillon Knorr qui avait à l'avant dans son emballage une grande bouteille d'huile d'olive Puget. Et donc, ils mettaient ça en avant, qui mettaient en avant de la menthe, je crois, des belles feuilles de menthe, alors qu'il n'y en a quasiment pas. Enfin, le basilic, non? Ou du basilic, peut-être. En tout cas, il y avait 5 arnaques sur le même produit. Mais vraiment, 5 arnaques sur l'étiquette, flagrantes. Bon, ben là, avec des visuels, parce qu'en général, il y a les beaux petits dessins de produits. Donc, du coup, le consommateur croit que les produits sont inclus dans les ingrédients, et en fait, non. Et en fait, non. Et en fait, parfois, c'est juste un petit arôme. Alors, en l'occurrence, cette fameuse huile d'olive qui était en long, en large et en travers mise en avant, il y en a très peu, et il y a plus d'huile de palme.
Mais ça, c'est pas marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste ça. C'est juste le fait de dire, si vous mettez de l'huile de palme, et en plus en plus grande quantité que l'huile d'olive, peut-être que c'est pas une bonne idée d'abord pour Puget de faire un partenariat, et c'est peut-être pas une bonne idée de mettre en gros une belle bouteille d'olive qui va effectivement donner envie aux gens si c'est tellement éloigné de la réalité. Voilà. Donc c'est juste, on veut faire de chaque cas qu'on publie un exemple, si vous voulez, pour dire il y a un problème systémique et maintenant arrêtez. Et après, on se renouvelle parce que c'est sympa et que les gens nous donnent des idées aussi. Et donc, en décembre 2019, on a fait un calendrier du vent, qui est donc la parodie du calendrier de l'Avent. Et donc, chaque jour, on a publié pendant 24 jours l'arnaque sur l'étiquette du jour. Ça, oui. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que du coup, il y a 4 de ces produits qui ont changé leur emballage immédiatement. Et d'ailleurs, la plupart du cas, et c'est très bien, ce sont des petites entreprises. Et qui donc se sont dit oh là là, mais en fait j'avais pas réalisé, et du coup bon, je corrige tout de suite. Et très bien, ils ont raison, parce que oui, il vaut mieux, si on est bien intentionné, alors faisons les choses bien. Ça prouve aussi que quand on veut bien faire, on peut bien faire. Donc ça, on va pas s'arrêter, on va continuer, parce que surtout sur des gros mastodontes, je pense qu'il faut garder cette pression et ce petit côté imprévisible qui fait que ça les pousse à changer leurs pratiques. Mais c'est vraiment aux autorités après de faire ce qu'il faut aussi pour limiter les marges de manœuvre. Et alors le Nutri-Score, on en est où? J'ai cru comprendre sur votre site qu'en fait c'était à discrétion, que c'était les marques qui pouvaient choisir ou non de s'engager à l'afficher. Ouais. Donc il y a des marques qui l'affichent et d'autres qui ne l'affichent pas. Tout à fait. Mais alors est-ce que du coup le risque c'est pas que seules celles qui vont être dans le A ou le B qui vont avoir la bonne note vont être tentées d'afficher ça? Comment ça? Alors, qu'est-ce que c'est l'idée, la perspective d'évolution de ce Nutri-Score? On en est où? Et on se bat pour ça. Bien sûr, ça n'aura de sens que quand ce sera obligatoire. Donc pareil, on se bat pour ça au niveau européen. Déjà, remettons dans le contexte. Le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel. Donc c'est validé par des scientifiques, ça a été développé indépendamment de l'industrie, c'est pour ça qu'on le soutient. Et c'est vraiment l'idée de dire, quand une entreprise s'engage à l'adopter, même si malheureusement aujourd'hui ça n'est que volontaire, mais en tout cas quand elle s'engage à l'adopter sur une gamme, elle ne peut pas le mettre que sur les produits qui ont du A ou du B. Elle doit le mettre sur l'ensemble des produits de sa gamme. Et donc effectivement, ça affiche A, B, C, D ou E, donc du vert au rouge, selon le logiciel de calcul, ça prend en compte le sucre, le sel, le gras. Qui décide que tel produit de telle marque va être en A? En fait, c'est tout à fait transparent. C'est Santé publique France sur son site internet qui a validé, et ça a été validé scientifiquement revu par plein de scientifiques et tout. C'est un calcul tout à fait transparent avec un algorithme qui est expliqué, voilà, et qui prend en compte plein d'éléments. Donc le sucre, le sel, le gras, les fibres, voilà. Mais c'est eux qui évaluent chaque produit sur lequel on va voir ce petit Nutri-Score. En fait, les marques ont accès à ça aussi, mais on peut vérifier hyper facilement. Même en ligne, vous pouvez taper les ingrédients d'un produit et vérifier quel Nutri-Score il a. Donc c'est assez accessible. Après, il n'est que ce qu'il est. Donc déjà, soyons clairs, il ne dit rien des additifs, de l'impact environnemental ou social d'un produit, tous ces éléments qui sont importants par ailleurs. Donc il ne parle que des aspects nutritionnels. Maintenant, quand on voit effectivement la crise de surpoids, d'obésité, de diabète que l'on a en France et en Europe, c'est extrêmement utile d'avoir ça pour répondre à ce besoin d'information nutritionnelle et aider les gens dans leur choix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va reparler des lobbies. En 2010, il y a eu une réglementation européenne sur justement l'information pour les consommateurs qui est mise sur les denrées alimentaires. Et à l'époque, Foodwatch n'existait pas en France, mais déjà en Allemagne, et poussé avec d'autres organisations, déjà à l'époque, pour qu'il y ait un logo nutritionnel obligatoire coloré à l'avant des emballages. Et bien là, les lobbies de l'industrie agroalimentaire ont dépensé plus d'1 milliard d'euros pour bloquer cette décision. Voilà, et c'est des collègues d'une autre ONG à l'époque qui avaient documenté ce chiffre, et je le cite parce que le rapport est toujours en ligne et on le référence sur notre propre site. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, le lobby de l'industrie agroalimentaire a dit bah non, un logo qui va informer les gens, ce serait trop beau pour être vrai, on va le bloquer. Et ils ont réussi, toujours est-il que ça n'a pas été voté. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça ne peut pas être obligatoire, parce que du coup, comme c'est pas dans ce règlement, c'est pas possible. La France néanmoins, et là bravo, le gouvernement précédent et l'actuel ont porté cette initiative française. Donc tant mieux, voilà. Il y a eu des rebondissements, on a fait des pétitions aussi, etc. Mais faisons le raccourci. Donc la France a adopté ça de façon volontaire. Et derrière, des entreprises ont adopté progressivement. Après, on a eu deux soucis. C'est que le premier, ce qu'on appelait les 6 géants, les Big 6, qui étaient Unilever, Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, Pepsi-Cola, et j'oublie le 6e. Et à l'intérieur desquels il y a plein d'autres marques. Alors, ce sont des groupes faramineux. Par exemple, Mondelez, c'est Lu, pour vous donner un seul exemple, mais c'est beaucoup de marques du quotidien. Ces géants, qui du coup s'étaient opposés à un logo en 2010, quand le Nutri-Score est sorti en France et qu'ils ont senti que ça allait être développé en Europe, ils ont dit
Alors en fait, on veut bien, nous, en logo, on s'était pas compris, mais pas celui-là. Et ils ont commencé à créer un contre-feu en refusant d'utiliser le Nutri-Score et en développant leur propre logo qui était complètement abracadabrant et qui évidemment montrait que tous les produits étaient formidables. Donc on a en fait depuis, je le dis parce que c'est vraiment l'histoire de ce qu'on a fait, on a en France et en Europe, on a dénoncé ça, on n'était pas les seuls mais on a vraiment été fer de lance, on a dénoncé ça pour ne pas les laisser faire. Et du coup Nestlé a fini l'année dernière par lâcher cette histoire abracadabrante et ce groupe des Big Six que Mars le sixième, que Mars a abandonné aussi, et ils ont fini par adopter, alors Mars toujours pas, mais Nestlé oui, à dire ok on s'engage pour le Nutri-Score. Et on continue à pousser les autres, les Mondelez, les Unilever qui ne l'ont toujours pas fait. Ça c'est des grosses victoires. Absolument, c'est des grosses victoires, mais c'est 2 ans de travail, mais quand on les lâche pas et qu'on les oblige et que publiquement on ne donne aucune chance à ce qu'ils essaient de pousser et qu'on tient et qu'on a les moyens de tenir, et en plus dans les différents pays, ça avance. Et par exemple, ça veut dire que l'information auprès des responsables politiques qui vont voter les choses, ça veut dire s'allier avec d'autres ONG aussi. Oui, à l'échelle européenne, et puis se coordonner, nous, avec les collègues, ce qu'on fait toujours, mais du coup, allemands et hollandais, parce que ce qui était important aussi, parce que, in fine, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres et la Commission européenne, décident qu'il y ait le Nutri-Score, qui soit le logo unique et obligatoire. Mais pour ça, il faut aussi le poids des autres États membres. Et donc, Foodwatch a aussi fait des campagnes publiques en Allemagne et aux Pays-Bas, et fin 2019, le gouvernement allemand, le gouvernement hollandais ont officiellement adopté le Nutri-Score aussi. Et là, maintenant, on attend une stratégie que doit publier la Commission européenne très prochainement, là, en 2020, dans laquelle, normalement, d'après nos informations, ils vont écrire noir sur blanc qu'on va aller vers un logo nutritionnel obligatoire. Voilà, on attend de voir. Et encore une fois, il va falloir ne pas lâcher jusqu'au bout. Oui. Mais qui ne sera pas le Nutri-Score ? Si, qui sera a priori le Nutri-Score. Mais c'est pas fait, mais on sent bien qu'on a passé un cap. Là, avec Nestlé qui est passé de l'autre côté de la barrière, avec l'Allemagne et les Pays-Bas qui, après l'Espagne, la France et la Belgique, ont adopté officiellement, on sent que le rapport de force est en train d'aller dans le bon sens. Mais il ne va pas falloir lâcher, parce qu'on sait aussi que certains de l'industrie agroalimentaire cherchent maintenant à faire changer la façon dont on calcule le Nutri-Score. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont chercher à rentrer par la fenêtre. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on continue à défendre ce système qui est tout simplement fait pour une meilleure information pour les consommateurs et pour leur santé, quoi. Dans les détracteurs, moi j'entends assez régulièrement, quand je parle de ce type de sujet-là, que beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'acheter des choses de qualité et qu'à partir de là, tout un tas de céréales, de tout un tas de choses qui sont vraiment dans les prix les plus bas dans les grandes surfaces vont se retrouver avec des Nutri-Scores catastrophiques et que pour les mères de famille, il y a une culpabilité après à acheter des produits pour lesquels elles vont pas avoir forcément le choix puisqu'elles vont prendre, parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles vont prendre ceux qui sont les moins chers et qui vont avoir les Nutri-Scores les plus... vous comprenez, les plus... Oui. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mesure incitative pour réussir à faire, puisque c'était, je l'ai rappelé en introduction, vous vous battez pour une alimentation sans risque, saine et abordable. Pour tous, bien sûr. Alors, en effet, une des vertus du Nutri-Score, au-delà de donner enfin une information un peu accessible aux gens, parce qu'il y a un tableau nutritionnel à l'arrière des emballages, on n'en a pas parlé, mais il est incompréhensible. Personne ne comprend rien. Donc, ça a deux mérites, le Nutri-Score. Encore une fois, pour ce que c'est sur les aspects nutritionnels. Ça donne l'information, mais surtout, on le sait, ça encourage, ça donne une motivation aux entreprises de changer la formulation de leurs produits pour qu'ils puissent afficher des lettres un peu moins moches, quoi. Donc, ils sont en train d'enlever un peu de sucre ajouté et d'enlever du sel parce qu'ils ont tout intérêt à afficher d'autres lettres. Et c'est pas forcément du tout proportionnel le prix et la qualité nutritionnelle. Hein. Donc, d'une part, ils vont améliorer leurs produits. C'est bien de le rappeler. Voilà. On peut faire de la qualité. Voilà. Et d'autre part, bien sûr, on peut faire de la qualité qui soit hors de prix. Et il y a des distributeurs low cost, comme on dit, qui ont des produits, en tout cas certains d'entre eux, qui tiennent tout à fait la route. Et voilà, donc c'est pas du tout proportionnel au prix. Et après, le prix, alors pour le coup, c'est un sujet bien plus vaste. Donc on va pas rentrer dans le débat, mais in fine, quand même, aujourd'hui, le prix de l'alimentation, ce serait bien qu'il reflète le coût social, environnemental aussi, et puis du bien-être animal, et puis de tout. Des produits qu'on achète, quoi. Et là, ça rendrait les choses complètement différentes. Alors, dans un autre domaine, vous dites que Foodwatch est vent debout contre les traités de commerce comme le TAFTA, le CETA avec le Canada, le Mercosur avec l'Amérique du Sud, le JEFTA avec le Japon, que vous considérez comme totalement antidémocratiques. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces traités ? En quoi considérez-vous qu'ils sont des menaces ?
Alors en fait, je vous invite du coup, pour ceux qui ont envie et je sais que le temps nous est compté là, donc pour ceux qui ont envie de mieux comprendre, on a mis une vidéo, j'ai essayé d'expliquer dans une vidéo de 13 minutes sur notre site. C'était au moment de la ratification du CETA à l'Assemblée nationale et on entendait tellement de contre-vérités de certains députés et du gouvernement malheureusement que voilà, on a CETA avec le Canada donc. L'accord voilà, entre l'Union européenne et le Canada. Accord de libre-échange, de commerce, de libre-échange. Exactement, donc j'ai essayé d'expliquer ça pour plus, mais en 2 mots, la question c'est pas tant d'être pour ou contre les accords de commerce, ça dépend de quoi on parle. Là, on parle de nouveaux accords de commerce qu'on appelle de nouvelle génération, parce qu'avant, un accord de commerce, ça visait essentiellement à supprimer ou à réduire les droits de douane entre 2 zones. Et aujourd'hui, ça n'est plus tellement le sujet, c'est un peu le sujet, mais il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, ceux qui veulent commercer davantage, à commencer par les multinationales, ils cherchent en fait à réduire les autres, ce qu'ils appellent des barrières au commerce. Et si ce n'est pas les droits de douane, les barrières au commerce, c'est quoi ? C'est les normes, c'est les règles. Par exemple, on n'a pas la même taille de clignotant sur une voiture, donc ça fait une barrière au commerce. Alors, on veut harmoniser les normes. Alors, on va mettre la même taille de clignotant sur les voitures, comme ça, on peut échanger plus facilement. Formidable, je m'en fiche de la taille de clignotant sur la voiture. Le problème, c'est que cette harmonisation des normes, pour gommer un maximum de ce que eux voient comme des barrières au commerce, ça touche aussi les normes sociales et environnementales. Donc la question de quels pesticides on accepte en Europe, quels additifs on va accepter dans notre alimentation, les droits sociaux, mais même comment sont nourris les animaux, les OGM, là, parce que là je vous parle de choses en lien avec l'alimentation, mais même les droits des travailleurs, même la protection de l'environnement, tout ça, la vérité, c'est que ces accords sont en train de mettre en place des mécanismes d'harmonisation des normes qui vont donner un poids énorme à nos partenaires commerciaux, le Canada dans le cadre du CETA, les États-Unis quand on parlait du TAFTA qui est en train de revenir par la fenêtre, le Brésil avec le Mercosur, etc. Et surtout de donner aussi des nouveaux droits et un poids énorme aux multinationales et aux investissements étrangers qui en plus dans le cadre par exemple du CETA vont pouvoir remettre en question des décisions politiques d'intérêt général prises en Europe avec les tribunaux d'arbitrage, en pouvant dire moi mes intérêts sont un peu affectés par cette décision d'interdire le glyphosate, prenons-le au hasard, et donc je vais attaquer cette décision auprès d'un tribunal complètement parallèle qui donne des droits exclusifs aux investisseurs étrangers, et en fait on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est antidémocratique parce que ces accords ont été négociés dans la plus grande opacité là encore, c'est antidémocratique parce qu'ils sont en train de signer des accords de droit international, donc hyper puissant, sans que ce soit débattu et dont peu de gens ont compris l'implication que ça allait avoir, et c'est pour ça qu'on lance l'alerte, c'est qu'en fait, ça va nous paralyser dans notre capacité de prendre des décisions pour mieux protéger notre santé, nos droits et la planète. Et ça, c'est inacceptable. Et alors sur le TAFTA, il y a déjà beaucoup de gens qui on a vu passer beaucoup de pétitions, il y a eu beaucoup d'ONG qui ont mis des vidéos d'information pour expliquer. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Que moi, en tant que simple citoyenne, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, mais il y a eu des années de combat contre ça, et on a l'impression que finalement, tout finit par passer. Alors, sur ce sujet-là, je vous cache pas ma frustration et mes inquiétudes, parce qu'on est vraiment face à un rouleau compresseur qu'on a du mal à freiner. Maintenant, le TAFTA, suite à toute cette mobilisation citoyenne, quand même, il était tombé à l'eau. Il n'a pas été signé. Alors c'est pas gagné encore. Non, bien sûr. De ce que j'ai compris. Non, c'est pas gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette résistance et cette mobilisation citoyenne, croyez-moi, ça aurait été signé vite fait, bien fait, derrière un paravent. Et on en aurait à peine entendu parler. Et voilà. Et là, on n'en entend plus parler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça repasse On n'entendait plus parler du TAFTA parce que de fait, il était au frigo. Là, c'est revenu parce que Donald Trump est en train de demander à l'Europe d'autoriser les importations de bœuf aux hormones, ce qui est interdit depuis des années, d'autoriser le poulet au chlore, ce qui est interdit depuis des années, et je ne pense pas que l'Europe le fera. En l'occurrence, c'est d'autres dangers qui nous... Mais donc, le TAFTA est en train de revenir par la fenêtre. Mais ce que je veux vous dire, c'est... Et c'est un peu le cœur de notre engagement, de notre mobilisation tous ensemble, et de ce qu'on porte nous aussi au quotidien, c'est si on n'est pas là, nous les citoyens, et les contre-pouvoirs citoyens, si on n'est pas là pour être vigilant, pour lancer l'alerte, pour mettre des holà, pour envoyer des signaux de dire non mais en fait là vous n'allez pas faire ça justement derrière un paravent, on met un coup de projecteur et vous allez être obligé d'expliquer publiquement ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, alors ce sera pire. Alors est-ce qu'on a réussi pour le moment à arrêter le CETA, le Mercosur ? Non, pas encore, mais on n'a pas dit notre dernier mot, et si on n'était pas là à se mobiliser, à faire tous les rapports qu'on a fait avec des juristes, etc., ce serait pire. Ça irait encore plus vite, ça irait encore plus loin. Et encore une fois, on n'a pas dit notre dernier mot. Le CETA, il doit passer au Sénat en France, on attend la date.
Ah oui, Parce c'est que ça, il y a toujours pas de date. autant ils nous l'ont passé en précipitation au mois de juillet à l'Assemblée nationale en 3 semaines pendant l'été, ce qui était parfaitement Pendant scandaleux. la canicule, non? Ouais, pendant la canicule. Mais je m'en fiche, j'ai fait ma vidéo, il faisait 40 degrés, j'étais en nage, mais c'était important. Mais autant ils nous l'ont passé du coup au forceps, en catimini et en 3 semaines en juillet, autant depuis, plus personne n'est pressé de mettre une date de vote au Sénat. Mais toutes ces Donc il n'y occasions-là... a rien d'appliqué tant que c'est pas validé. C'est le Sénat ou Alors on en est où par non, rapport à ça? il y a une grande partie de cet accord qui est mise en application de façon dite provisoire jusqu'à ce qu'il y ait la ratification des États membres. Et ça, c'est un autre scandale que l'on dénonce régulièrement. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment qu'on se saisisse de chaque occasion. Et donc, ce vote qui va venir au Sénat est une occasion, là encore, pour justement expliquer, continuer d'expliquer et surtout faire monter une pression pour être ce contre-pouvoir qu'on a besoin d'être pour bloquer des décisions qui sont antidémocratiques et qui sont contraires à l'intérêt général. Donc plus nous serons nombreux à vous suivre et vous soutenir, vous et ceux qui travaillent, plus nous pourrons avoir de poids et faire entendre nos voix. C'est essentiel, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que moi je peux m'époumoner toute seule. Ça n'a aucun sens, vous voyez ce que je veux dire, évidemment ça ne suffira pas. Quand on dit contre-pouvoir citoyen, il y a cette notion de pouvoir, et c'est pas le pouvoir au sens, si vous voulez, tordu du terme, au contraire, c'est au sens de, on a nos droits à faire valoir et chaque voix compte. Donc chaque voix compte, c'est effectivement, il y a plein de façons de soutenir. Abonnez-vous à la newsletter, likez la page Facebook, remontez-nous des arnaques et des informations. Je vais mettre tous les liens voilà, pour ceux qui nous éventuellement, suivent. soyez donateurs. Il paraît que je suis trop timide et que je le dis pas assez, mais il faut bien se donner les moyens de notre indépendance. Donc c'est vrai que tous les donateurs, notamment réguliers, qui font des dons de 5-10 euros par mois, c'est ce qui nous donne la visibilité et les moyens de porter plainte contre Lactalis, de faire les enquêtes qu'on fait, voilà. De faire un travail de fond et à long terme. Et tous ensemble, plus on est nombreux, plus on peut avoir du poids, bien sûr. Donc vous dérangez pas mal. Est-ce que vous avez déjà été menacé? Non, je ne l'ai pas été. Et d'ailleurs, on a plutôt, je crois, corrigez-moi certains si je me trompe, mais on a plutôt bonne réputation dans le sens où les entreprises savent très bien d'abord que ce qu'on communique est fondé, encore une fois, que les combats que l'on défend sont fondés, sont légitimes. Et son intérêt général, qu'on est plutôt tourné vers les solutions. On est certes exigeant, parfois on secoue, on est dans la confrontation non violente, comme je le disais, parce que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Mais vous n'êtes pas contre eux, vous êtes pour l'intérêt général. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Et puis surtout, il y a un dialogue possible. Voilà. Bon, alors donc, je vais rappeler pour les auditeurs, sur le site sosweetplanet.com, vous trouverez des vidéos, les liens vers le site de Foodwatch, vous trouverez les liens pour vous abonner à la newsletter, pour la chaîne YouTube, pour la page Facebook, sur les applications, pour ceux qui nous écoutent, sur les applications de podcast sur smartphone ou sur tablette, vous avez des informations écrites et des liens actifs avec exactement tout ce que je viens de vous citer. Donc vous pouvez aller et cliquer et vous accéderez directement à la page Facebook de Foodwatch, à la chaîne YouTube, à l'inscription à la newsletter et au site internet sur lequel vous avez beaucoup d'informations avec toutes les campagnes en cours que l'on peut suivre quasiment en temps réel pour celles qui sont toujours d'actualité et où on peut voir aussi tout le travail que vous avez fait depuis quelques années et les résultats obtenus, ce qui est encourageant. On l'espère. On est en train de préparer une page, mes collègues sont en train de préparer une page victoire, je crois, pour justement être un peu plus, être un peu plus dans le partage. J'ai vu ça sur le site de Greenpeace ou d'Oxfam, je ne sais plus, des pages avec les résultats, oui, mais c'est important. Les gens nous le demandent, donc on est en train de prendre le temps de faire ça aussi pour partager. Parce qu'il y a quelquefois un peu de bashing aussi par rapport aux ONG, donc c'est bien de montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses très bien qui sont faites par les ONG et que certaines d'entre elles non seulement sont très honnêtes, mais en plus nous défendent, nous. Oui, puis ça donne aussi cet élan d'énergie positive et d'espoir auquel nous sommes attachés. Et dont on a besoin en ce moment. Voilà, on est dans la critique, certes, mais c'est pour faire avancer les choses de façon positive autant que possible. Et contribuer à un monde meilleur. On l'espère. Merci beaucoup, Karine Jacquemart. Merci à vous. Pour ce temps que vous nous avez accordé malgré une actualité très chargée. J'ai été ravie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.